Bonjour tout le monde, c'est Nakata, vous êtes bien sur la chaîne One Piece Second Channel, et nous sommes ici pour une vidéo de juin, tout simplement, la vidéo interview, et je suis, une fois n'est pas coutume, en compagnie de quelqu'un d'autre pour interviewer notre futur membre, favori du mois, et il s'agit de Kyoshiro. Bonjour Kyoshiro. Eh, coucou! Il est avec moi sur la main, donc C'est extrêmement viril. Euh, je sais. et du coup, la personne que nous allons interviewer, ben, c'est évidemment Eziel. Coucou, C'était presque aussi viril, du coup. c'est à moi. J'abuse. Que vous connaissez déjà, donc on se connaît C'est tous. marrant d'être dans le merveilleux. fauteuil de l'invité, mais faudrait qu'il soit un peu plus confortable quand même, faudra qu'on y travaille. Euh, Très bien. Le mec va demander à être rémunéré pour le travail que les autres ont fait gratuitement, mais très bien. En cours, Je ne demande pas à être rémunéré, je dis que le fauteuil de l'invité devrait être Bon, plus on confortable, arrête les digressions, ça va encore faire une demi-heure, hein. C'est insupportable ça. comme d'habitude. Voilà, exactement. Donc, tout simplement, on va commencer avec les choses sérieuses. Est-ce que tu as quelque chose à dire, cher Eziel? J'aime les pingouins. Très bien, j'aurais mieux fait de pas te demander. Donc, je vais commencer les choses sérieuses en te demandant d'entrée de jeu si tu peux nous synthétiser l'histoire de ton personnage, si tu sais qui il est, enfin j'imagine que tu sais, mais qui il est du coup, Non, pas du tout. d'où Pourquoi il vient, quel âge a-t-il et qu'est-ce qu'il a vécu. Alors, Ezreal est donc un homme pirate âgé de 25 ans qui est originaire de East Blue et plus particulièrement de la fameuse et attendrissante île de Mormoilneux. Donc c'est une île paumée sur laquelle il se passe pas grand chose et sur laquelle il a fait la connaissance très jeune de Kane, de Valentine D. Kane, donc qui deviendrait plus tard son meilleur ami mais aussi son capitaine. Et ils ont donc grandi ensemble sur l'île de Mormoilneux. Ils ont eu l'occasion dans leur jeunesse de faire quelques rencontres sympathiques. Par exemple, ils ont rencontré Nakata quand ils étaient jeunes. Euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, lorsqu'ils avaient 10 ans, l'île de Mormoilneux a été attaquée par des pirates. Chose qui était très rare étant donné que cette île ne présente aucun intérêt en fait pour les outsiders. Et c'est suite à cet événement qui s'est plutôt bien goupillé parce qu'il y a eu relativement très peu de morts, mais qui a quand même été assez traumatisant, qu'ils ont décidé de s'entraîner pour devenir plus forts et pour un jour prendre la mer et montrer aussi que les pirates, c'est pas que des raclures qui arrivent sur une île, qui prennent ce qui les intéresse et qui s'en vont après. Le fait étant que dans sa jeunesse, Eziel s'est très vite passionné pour la cuisine. C'est un truc qu'il a appris de sa mère. Et lorsqu'il a eu une quinzaine d'années environ, il a été repéré par un chef cuistot d'East Blue qui s'appelle Panzani et qui l'a emmené sur son île, l'île de Notebook, où il l'a formé en tant que chef cuistot à part entière. Donc pour faire ça, il a bien entendu dit au revoir à sa famille, donc à son père et sa mère, ainsi que sa petite sœur qui était née entre-temps, et à laquelle il vouait une affection toute particulière. Et il a également fait promettre à Kane que ce dernier viendrait le chercher une fois qu'il prendrait la mer, étant donné qu'il ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient se revoir, et que Kane, pour sa part, est resté sur East Blue, sur Mormoilneux, pour poursuivre son rêve, devenir le seigneur des pirates, donc pour continuer à s'entraîner sous la tutelle de son grand-père excentrique, sans vouloir vous rappeler qui que ce soit. Et suite à ça, ils se sont retrouvés, tout simplement à l'orée de leur... je crois que quand j'ai commencé sur le forum, Eziel avait 22 ans, donc ils se sont retrouvés quasiment 7 ans plus tard, du coup, quand Kane est venu effectivement remplir sa promesse et chercher Eziel pour prendre la mer. Et donc Eziel est devenu pirate à ce moment-là, donc il est devenu cuisinier de l'équipage naissant du Dokugan no Ichimi. Ils ont connu pas mal d'aventures sur East Blue notamment, où ils ont rencontré pas mal de monde. Ils se sont fait un petit nom auprès des populations locales dans des aventures somme toute très One Piece-esque, entre guillemets.
Et les choses sérieuses ont commencé lors du premier event quand ils sont tombés sur des chasseurs de primes, et plus particulièrement pour Eziel, parce que c'est là qu'il a rencontré Arnold Ceylon, qui deviendrait un des antagonistes récurrents de son histoire. Et le fait est que ça a été leur premier véritable combat, et que suite à cet affrontement, qui s'est avéré très compliqué étant donné que c'était contre des chasseurs de primes aguerris, y compris un homme possédant un logia, et que la marine a débarqué entre-temps, les Dokugan ont commencé à être plus connus, et Kane a gagné, Kane, Eziel et Krae, il me semble, ont gagné leur première prime à ce moment-là, ainsi que Loyal à l'époque, qui a écopé de la modeste prime de 75 berry parce qu'il était malade et qu'il avait la gastro, et que donc ils ont pensé que c'était une poupée, tout simplement, enfin un animal malade dans le fond de la cale. Par la suite, ils ont continué à voyager, et ils sont arrivés au bout d'un moment à Lockdown, tout simplement. Donc passage obligatoire pour un prétendant au rôle de prochain seigneur des pirates. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont plutôt corsées, étant donné qu'ils sont arrivés à Lockdown au moment où le gouvernement mondial a décidé de remettre la main sur la ville de façon assez ferme, donc en envoyant une flotte, tout simplement, de marine. Et bon, flotte de marine plus Valentine D. Kane, souvent ça finit assez mal. Et non seulement les marines présents étaient ceux qui ont été envoyés originellement à la poursuite des Dokugan, donc le colonel Belton et toute sa clique, mais également le fameux Arnold qui lui venait pour Eziel, étant donné qu'il avait très mal vécu sa défaite entre les mains du Forban. Donc de là, ça a été à nouveau bagarre sur bagarre pour sortir de l'île, et c'est à ce moment-là que Eziel a également fait la connaissance de Lim Fokker, pour laquelle il a tout simplement eu un coup de foudre en la voyant débarquer avec tant de grâce, en mettant un double high kick à l'une de ses subordonnées directes. Et il n'a pas vraiment eu le temps ni l'occasion de poursuivre cette rencontre, étant donné qu'il fallait se tirer, et heureusement pour lui, il n'est pas resté plus longtemps que ça. Et suite à ça, il a donc passé Red Line pour la première fois, en compagnie de ses camarades de l'équipage des Dokugan, pour attaquer Grand Line, comme tout bon pirate en pleine évolution. Moment auquel ils ont fait une rencontre assez violente, on va dire, avec Nakata, qui a trouvé amusant de leur casser la figure pour leur expliquer ce que c'était la vie dans Grand Line. C'était didactique. Ouais, c'était douloureux. Je pense que tu cherchais ce mot-là. Ça commence par D aussi, mais c'est pas didactique. Non. Et enfin bref. Ils se sont rencontrés, ils se sont combattus, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus, etc. Mais au final, tout s'est bien terminé, puisque effectivement Nakata avait pas pour vocation de véritablement ni les tuer ni les coffrer, mais plus de leur lancer un avertissement entre guillemets didactique, on va dire. Absolument. Et donc de là, ils ont continué à progresser sur Grand Line. Je vais pas vous faire tout le parcours, mais bon, en gros, Eziel a commencé sur la voie numéro 1, où il a développé certaines compétences, notamment son acquis de l'armement et son acquis de l'observation, qu'il a éveillé également, ainsi que diverses compétences martiales, donc principalement celles ayant attrait à son propre corps, puisque c'est un pugiliste, et certaines techniques de Rokushiki. Puis avec les Dokugan, on est tous passés sur la voie numéro 3. Après un petit passage à Little Garden, où on a eu l'occasion de trouver un trésor. On était animé par Erwin, et on avait pris à l'époque c'était les missions importantes, où le but c'était de trouver un trésor, et on a eu le droit à une petite animation sympa pour ce faire. Et une fois arrivé sur la voie 3, Eziel a continué à faire quelques rencontres, par exemple Kanae, qui était encore du gouvernement à ce moment-là, et qui était plus ou moins en train de basculer du côté révolutionnaire. Et on a fini par arriver
à l'archipel de Boyne, où à nouveau les ennuis se sont pointés assez vite, étant donné que les Dokugan se sont retrouvés en affrontement direct avec Orion. Donc Orion qui était une organisation de chasseurs de primes très influente, très connue et très efficace sur la première partie de Grand Line. Et à l'occasion, cette dite organisation avait préparé une Dream Team spécialement où chaque membre était spécialement choisi pour affronter l'un des Dokugan. Et Eziel, qui est cuisinier, a toujours eu une sorte de fétiche étrange pour la vaisselle, dans le sens où il a toujours adulé la vaisselle. La vaisselle, c'était son bébé. Et il détestait qu'on casse la vaisselle, qu'on salisse la vaisselle sans raison, ou même qu'on parle mal de la vaisselle. Et évidemment, il s'est donc retrouvé face à un mec avec le paramécia des assiettes, qui créait des assiettes qu'il cassait dans le décor pour l'emmerder. Je ne te remercie pas, Nakata, à ce sujet. C'est toujours ma faute. Effectivement, puisque c'est toujours toi qui anime. C'est vrai. Et enfin, le fait est que le plus important dans cet événement, ça a surtout été le fait que les Dokugan ont déclaré la guerre à Sentes Decima, puisque Sentes Decima était en réalité derrière l'organisation Orion au travers de leur chef, qui était l'un de ses partisans. Et donc non seulement Eziel a gagné en prime à ce moment-là, mais il s'est également fait quelques ennemis de plus dans l'ombre, à l'image de tous les Dokugan présents d'ailleurs. Chose qui pourrait peut-être lui retomber dessus un jour, je ne sais pas exactement, mais bon, c'est fort possible. Et le fait est qu'après cet événement-là, il y a eu un très gros tournant dans la vie de Eziel, dont il est encore en train de se dépatouiller plus ou moins. C'est le fait que il a été victime d'une expérience aux mains d'un scientifique qui, à défaut d'être fou, était très mal intentionné et qui tout simplement testait, faisait des expériences sur des créatures vivantes pour essayer de produire une créature qu'il pourrait non seulement contrôler mais utiliser comme arme vivante, arme biologique. Et Eziel, en enquêtant en fait sur cette chose-là, est tombé dans les filets de ce scientifique qui s'appelait Klaus, et qui, voyant qu'il n'avait pas vraiment une constitution normale, puisque Eziel n'a jamais été un être humain normal en termes de force, de constitution, etc., a décidé de tout simplement expérimenter sur lui, en espérant qu'il serait un peu plus solide que ses autres sujets de test qui avaient tous soit horriblement muté, soit succombé aux opérations. Et c'est ainsi que Eziel est devenu ce qu'il appelle désormais le Juggernaut. Donc il pense que c'est une entité qui vit en lui, une sorte de créature sauvage qu'on lui a implantée et qui prend le dessus quand il perd le contrôle de ses moyens. Qui est totalement irrationnelle, qui ne cherche qu'à détruire ce qu'elle voit, que ce soit vivant ou non, et qui ne peut absolument pas être maîtrisé. Et le fait est que la première fois qu'il s'est transformé, donc suite à cette opération, il a failli tuer Kane directement, et indirectement, il a également failli... même directement, il a failli tuer sa sœur également, qui avait rejoint l'équipage entre-temps. Et tous les autres Dokugan, en fait. Il a mis tout l'équipage en danger, c'est quelque chose qu'il n'a pas vraiment supporté, en plus de toutes les modifications qui ont été apportées à son comportement à cause de la colère, en fait, qui a été implantée en lui à ce moment-là. Et c'est ainsi qu'il a décidé de quitter l'équipage quelques temps après, c'est une question de quelques jours, en partant en errance, en fait, sur Grand Line, pour essayer de comprendre ce qu'il était devenu et comment mieux appréhender sa nouvelle nature. Chose qui ne s'est pas avérée aisée, étant donné que, à peine parti, il est tombé sur un équipage de pirates, les Scratty Monkeys, je crois, ouais. Qui étaient des pirates, ma foi, somme toute très sympathiques, juste un peu casse-cou, mais vraiment pas méchants. Et le problème, c'est qu'en tombant sur ces pirates, il est aussi tombé sur le colonel Belton, enfin désormais contre-amiral Belton, et toute sa clique, y compris
Arnold, qui était de nouveau de retour et qui avait également des comptes à régler. Sauf que avec sa nouvelle façon de voir les choses, il s'est jeté de la tête la première dans l'affrontement et il a bien failli tuer Arnold et pas que. Il a compris qu'en fait, les gens ne pouvaient pas rester autour de lui parce que même lui ne parvenait plus vraiment à prévoir comment il réagirait à certaines choses. Et il a donc décidé de partir à nouveau après avoir aidé les Scrotty Monkeys à échapper à Lim Fokker, qui pour sa part a quitté East Blue exprès pour le retrouver, étant donné que depuis leur rencontre, il s'était amusé à lui envoyer quelques lettres, vraiment rien de bien méchant. En plus, il donnait des recettes de cuisine. Enfin, je vois vraiment pas pourquoi elle l'a suivi en vrai. Il n'y avait aucune raison, franchement, qu'elle s'énerve à ce point. Fera pas de remarques. Il y a plus de raisons qu'elle soit énervée maintenant, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je sais pas pourquoi. Et donc, il a continué à errer sur Grand Line, hein, tout simplement, en traversant les voies à l'aide de son Geppo qu'il a un peu tuné, spécialisé, personnalisé pour voyager d'île en île pour peu qu'il ait de bonnes indications. Donc, sachant que, à ce moment-là, j'ai voyagé complètement au pif puisque c'était Nakata qui décidait de mes destinations à chaque fois puisque je n'avais tout simplement aucun moyen de savoir où j'allais moi-même. Donc, le fait est que Eziel s'est retrouvé à traverser Grand Line et qu'en arrivant sur l'île de Namakura, il s'est fait rattraper par Lim Fokker et tous ses hommes. Et ce qu'il pensait être juste une petite escale, le temps de trouver à manger, à boire, dormir un peu et repartir à nouveau en recherche de... il savait même pas quoi en fait, puisqu'il était tout simplement en train de errer en espérant peut-être que les choses finissent par s'arranger toutes seules. Enfin voilà. Et au final, il s'est retrouvé donc avec Lim Fokker et son cher Cywolf qui lui sont tombés sur le coin du visage pendant qu'il se reposait dans une taverne. Au départ, ça se passait plutôt bien, étant donné que il avait les moyens de tenir le combat. Le fait étant que Lim Fokker, sans le savoir, l'a mis dans une position où il a commencé à perdre ses moyens, étant donné que ce qui s'est passé, c'est que comme elle avait le Tekai, elle s'est dit que si elle arrivait à le choper et à demander à son Cywolf de leur tirer dessus, elle finirait par le toucher aussi. Mais étant donné qu'il a des sentiments romantiques pour elle, il n'a pas vraiment vu ça d'un bon oeil et il s'est interposé en fait entre elle et le Cywolf, ce qui fait qu'il s'est retrouvé en fait à se faire non seulement canarder par le Cywolf, mais aussi fracassé par Lim Fokker de l'autre côté. Tout ça jusqu'à ce qu'il se transforme à nouveau en Juggernaut sur un jet de dé raté de ma part. Et là, c'est devenu différent, étant donné qu'il s'est mis à détruire l'île, il s'est mis à tuer tous les habitants de l'île qui s'étaient enfuis dans la forêt avoisinante. Il a arraché le bras d'un contre-amiral. Et il a massacré pas mal de marines. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que il a grièvement blessé Lim Fokker, étant donné qu'elle a tenté de l'arrêter pendant qu'il était dans cet état. Mais elle faisait tout simplement pas le poids, en fait, physiquement. Donc... Il l'a grièvement blessé, il l'a mis KO, il lui a fracassé les bras et suite à ça, il a fait la connaissance en 2 temps, une fois en Juggernaut et une fois revenu à son état normal, de Narcé, le faiseur de coups d'état, qui est un bandit primé à combien ? 712 millions, je crois. Oui, il me semble. 712 millions de berry. Donc un criminel très puissant qui est connu du gouvernement pour, comme son titre l'indique, faire des coups d'état, hein, tout simplement. Mais les faire vraiment très bien, et beaucoup. Donc il l'a rencontré une première fois en Juggernaut, c'est-à-dire ça faisait un moment déjà qu'il se déchaînait sur Namakura en détruisant le décor en fait, puisqu'il avait plus de cibles à détruire. Et que Narcé est arrivé et l'a calmé d'un coup. Il l'a abattu en un coup, donc rien de très inquiétant, hein, somme toute. Puis, il s'est réveillé dans une chambre à Maisetsu Island, sur le coup, sans trop se souvenir de ce qui s'était passé, puisque quand il se transforme en Juggernaut, en fait, il n'a pas tout de suite les souvenirs de ce qu'il a fait au réveil. Il est un peu brumeux.
Il est donc tombé sur Narcé qui lui a dit qu'il l'avait retrouvé sur Namakura. Et au fur et à mesure que Narcé lui expliquait la situation, non sans bien entendu lui citer le fait qu'il avait fort certainement tué la femme qu'il aimait. Eziel s'est rendu compte de ce qu'il avait fait et il a tout simplement, il n'a pas supporté le choc en fait. Donc il a fondu en larmes et il est resté là pendant un moment avant d'aller finalement essayer de se saouler pour oublier. Et il a fait la connaissance à ce moment-là de H, qui est un jeune homme très, très candide, très naïf, que Narcé a réussi à trouver à Maisetsu et qui l'a emmené à la taverne en se disant « Je vais faire d'une pierre deux coups, je vais récupérer quelqu'un pour surveiller mon Juggernaut que je compte bien utiliser plus tard à mes profits et en même temps je vais m'assurer que ce cher pirate reprenne un peu de ses couleurs. » Et finalement, il a proposé à Eziel de l'accompagner dans un voyage qui commence à peine, donc, qui commence actuellement par le royaume de Tesk, donc en prétextant qu'il lui permettrait de trouver un Éden, en fait, un endroit dans lequel se racheter une conduite, réussir à trouver la paix, en fait, puisque c'est ça que Eziel recherche actuellement, c'est la paix et comprendre ce qui se passe. Et on en est arrivé là, donc. Pour le résumé de l'histoire d'Eziel. Là, il est avec Narcé sur le navire en train d'arriver au royaume de Tesk en se demandant ce qu'il va bien pouvoir y faire. Très bien, ça répond très bien à ma question. Et du coup, Kyoshiro, à toi la main. Bon, du coup, tu nous as fait une description relativement détaillée de l'histoire de nos personnages, si on peut dire ça. Sans forcément s'attarder sur les buts de ceux-ci, les anciens et les nouveaux, s'ils sont différents. Que tu peux nous en dire plus? Ouais. Alors au départ, Eziel avait pour but donc il était comme beaucoup de pirates un peu naïfs et qui commencent à peine la piraterie et qui pensent que effectivement le trésor de Goldie Roger c'est un trésor. C'est de l'or, c'est des bijoux, c'est ceci, c'est cela. Et donc son but premier au départ c'était d'utiliser ce qu'il trouverait dans le coffre au trésor pour sa cuisine, donc pour faire des assiettes en or, refondre l'or du One Piece pour en faire des ustensiles en fait, ou des décorations de table. Et puis dans la foulée, sans doute monter un restaurant qui serait très, très reconnu quoi. Ce rêve a été mis un peu de côté pendant qu'il était chez les Dokugan, au fur et à mesure qu'il s'est rendu compte que la vie de Forban c'était pas une sinécure du tout. Et que ça nécessitait d'être prêt à protéger les camarades avec lesquels il faisait son voyage. Et il a donc décidé de devenir le martialiste, le pugiliste le plus fort du monde, tout simplement pour être à la hauteur de son capitaine qui lui serait le seigneur des pirates. Donc il faut un minimum de standing. Et ce rêve-là n'a pas été effacé par la modification qu'il a subie et par la suite des événements. Néanmoins, pour le moment, effectivement, son but actuel, c'est de réussir à trouver un minimum de paix, ou en tout cas, de trouver un sens à ce qu'il fait, puisque actuellement, à part penser qu'il est une abomination, il n'a pas énormément de pensées positives à son propre égard, et ça le pèse plutôt pas mal. Très bien. Ma foi. Du coup, tu nous as cité rapidement quelques amis de ton personnage. Est-ce qu'il y en a éventuellement que tu n'as pas pu citer et que tu aimerais bien citer là ou... Eziel a pas mal d'amis puisque à la base c'est un personnage qui est très, très enjoué, très enthousiaste et très sociable. Pré-Juggernaut, donc sachant que Juggernaut est arrivé très récemment dans la timeline, il n'a pas vraiment eu le temps de voir l'évolution de ses relations sociales entre temps. Mais déjà il y a évidemment tous les Dokugan, donc Kane, Tony, Pumori, Krae, Giulietta, Loyal, Milena qui était là auparavant, les PNJ également, donc tout ce qui est Jamie, Nescafé, Nathan, etc. Il a des amis chez Tengoku no Segi, donc principalement Nakata. Nakata qu'il a connu jeune, et même s'ils n'ont pas passé énormément de temps ensemble, en fait, le peu de temps qu'ils ont passé ensemble adultes a été très fructueux en termes de discussion
profonde, donc d'échanges vraiment de ressentis et de choses sérieuses. Après, il connaît Kyoshiro également, avec lequel il a une relation amicale. Et du côté de l'Inquisition, il y a donc Kanae et plus notamment Erwin, étant donné que Erwin a passé quelques semaines avec les Dokugan au début de leur aventure. Et c'est à ce moment-là que Eziel a appris à le connaître un peu. Il a également rencontré Tenchi, avec qui il entretient une plutôt bonne relation. Et désolé si j'en oublie, hein, c'est pas volontaire, mais je pense que j'ai fait le tour des amis. Très bien, ça me convient parfaitement. Magnifique. Du coup, maintenant, on va passer sur l'autre opposé. Tu as cité Belton notamment en termes d'ennemis. Il y a Ouais. des Fokker aussi avec qui ton personnage Ouais. une relation un peu plus ambiguë. Est-ce que tu as d'autres ennemis anciens ou actuels? Alors, au niveau des membres, Eziel n'a pas spécifiquement d'ennemis. Il a plutôt des relations mitigées sur différents niveaux. La plus mitigée, la plus concrète, c'est celle avec Agadon. Parce qu'il a rencontré Agadon quand il était encore serveur au Crabe Repu, donc à Notebook, à son restaurant où il a où il a développé ses compétences de cuisine. Il s'est noué d'amitié avec Agadon et au travers d'une de leurs aventures, il s'est rendu compte que Agadon n'était pas du tout la personne qu'il prétendait être et que il y avait potentiellement anguille sous roche. Donc il a plutôt du mal à lui faire confiance et il aurait plutôt tendance à avoir une réaction négative s'il le voyait, puisqu'il s'est senti non seulement un peu lésé, mais aussi manipulé par Agadon. Après, c'est principalement effectivement de la relation PNJ. Donc il y a Arnold qui était un chasseur de primes très connu à East Blue et quasiment imbattable parce qu'il avait un Logia et que sur les 6 Blue, le acquis de l'armement et le granit marin sont deux choses très rares. Et donc qui est revenu plusieurs fois dans ses aventures pour lui mettre des bâtons dans les roues, qui l'a blessé grièvement 2 fois. Donc Eziel a actuellement 2 cicatrices et ces 2 cicatrices viennent d'Arnold, une au niveau de l'épaule et une au niveau de l'abdomen. La blessure à l'abdomen ayant failli lui coûter la vie puisque Krae a dû l'opérer d'urgence en plein champ de bataille durant l'event de Lockdown. Il a donc retrouvé Arnold une 3e fois et cette fois l'écart de niveau était devenu trop grand pour que Arnold l'inquiète, mais il a failli le tuer et il a eu envie de le tuer en fait, même s'il ne l'a pas fait finalement grâce à l'intervention de Destiny qui étant une petite fille de 5 étoiles, ça aurait été assez désastreux qu'il la frappe elle. Encore une fois, je ne te remercie pas Nakata. Et après, il y a le colonel Belton, enfin le contre-amiral maintenant Belton, envers qui il a une relation assez antagoniste parce que il a jamais rien fait à ce mec. Et ce mec-là a vraiment toujours tout fait pour attraper les Dokugan à tout prix. Et donc quand il l'a revu et que il avait les idées plus ou moins brouillées par sa nouvelle constitution de Juggernaut, il a également eu envie de faire passer un très sale quart d'heure à Belton et il a plus ou moins réussi, sauf que entre temps il avait repris le contrôle de ses émotions, donc il n'est pas allé trop loin. Et après il y a effectivement Lim Fokker. Alors Lim Fokker c'est effectivement très ambigu puisqu'ils sont de factions opposées, mais il la respecte pour plusieurs raisons, notamment ses capacités combatives, son esprit combatif, sa façon de jamais lâcher le morceau, même si il a eu tendance à lui reprocher certains mouvements extrêmes, alors que lui, il est exactement pareil. C'est une sorte de déni, mais voilà. Et après, sinon, en termes d'ennemis, il y a tout simplement Sentes Decima, en fait, parce qu'il peut absolument pas cautionner ce que cet homme fait, à savoir créer une liberté complètement factice en mettant tout le monde sous son contrôle et en annihilant le libre arbitre et le contre-pouvoir en fait. Et donc il est fermement opposé au Decima et à Sentes Decima.
Et je pense que c'est au final le seul véritable ennemi sur un plan idéologique dont Eziel dispose, qu'il ait rencontré, enfin pas qu'il ait rencontré, mais dont il ait vraiment connaissance et auquel il ait déjà été indirectement confronté. Parfait. Je pense que ça fait le tour. Bah, ma foi, c'était très exhaustif, je pense. Oui. Du coup, tu as quand même bien insisté sur le fait que ton personnage était un combattant. Quelles sont ses capacités? Eziel est un combattant au corps à corps, donc sur le forum il est considéré comme corps à corps pur, c'est-à-dire qu'il ne combat que au corps à corps. Il est doté d'une force surhumaine qui lui permet de faire des trucs comme quelqu'un qui a une force surhumaine, tout simplement, donc soulever des charges très lourdes, et c'est très pratique également pour son style de combat puisque c'est un pugiliste, donc ça améliore énormément la force de ses coups. Il a quelques techniques du Rokushiki qu'il a poussé à un point d'expertise plutôt avancé, donc par exemple le Geppo, qu'il appelle le Skywalk de son côté et qu'il utilise désormais pour voyager d'île en île, ainsi que le Soru qui lui permet de prendre de court ses ennemis, parce que c'est un personnage qui, avant de jouer sur la force brute, essaye surtout de trouver les failles dans les défenses de ses adversaires pour les exploiter en effectuant des frappes chirurgicales assez rapides et assez vindicatives. À côté de ça, il dispose du haki de l'armement qu'il a poussé jusqu'à un stade avancé, donc l'armure totale, et le haki de l'observation au niveau standard. Et il a une capacité de pur qui est le frappe-vent, donc c'est la capacité de créer et de manipuler du vent au travers de ses coups, donc créer des murs de vent, des projectiles de vent, des bourrasques, des tornades, etc., etc. Et il a par-dessus le marché le Juggernaut qui pour le coup est une force qu'il ne contrôle pas. C'est une transformation qui le change en un monstre de 5 mètres de haut, humanoïde, qui est doté de sa force mais décuplée, qui perd tout son intellect par contre, qui ne contrôle pas constamment ses deux haki. Il les a en mode éveillé. Et qui surtout n'a absolument, enfin c'est une arme sans maître quoi. Il détruit absolument tout ce qui n'est pas lui. Donc c'est une force qu'il ne contrôle pas, même s'il essaye parfois de puiser dans le Juggernaut pour améliorer ses capacités. Sauf que la dernière fois qu'il l'a fait, c'est à Namakura. Et du coup maintenant vous savez comment ça a fini. Ça a plutôt mal fini. Ok, parfait. On peut dire ça, oui. Ouais, hélas. Du coup, là, on va passer sur un aspect. Bon, on va tout rester dans le domaine du combat. Est-ce que tu as en tête les événements, les combats, les affrontements les plus difficiles pour ton personnage, autant en termes de difficulté combative qu'en termes psychologiques, on va dire? À ce niveau-là, il y a une petite palanquée de combats en fait, parce que la plupart des combats marquants de Eziel ont été assez difficiles pour lui. Il y a les 2 combats contre Arnold, les 2 premiers combats où ça n'a pas été difficile au niveau moral, mais au niveau technique et au niveau blessure, puisqu'il a écopé des 2 cicatrices qu'il a encore. Arnold ayant failli le tuer 2 fois en fait, tout simplement. Après, le combat contre Nakata a été difficile moralement parce que même si Eziel était blessé à ce moment-là et qu'il n'était pas au top de sa forme, il y avait quand même un écart de puissance qui était colossal. Et il s'est rendu compte que cet homme qu'il avait connu Bambin, qui est plus jeune que lui, avait parcouru un chemin beaucoup plus long que lui dans toutes ces années. Il l'a pris comme une grosse marque de faiblesse de sa part et c'est après ça qu'il a commencé à s'entraîner de façon très intensive et à convoiter la place de pugiliste, meilleur pugiliste du monde. Mais le combat le plus difficile, c'est sans aucun doute celui contre Limfoker sur un point de vue moral, étant donné que les conséquences qu'il en a tirées sont tout simplement désastreuses pour lui, à savoir qu'il a massacré une population entière, qu'il a massacré pas mal de membres de la marine, de son point de vue, il a tué Limfoker, même si elle est vivante, mais il ne le sait pas. Donc lui, pour sa part, il a tué la femme qu'il aimait, ce qui n'est pas forcément facile à accepter, vous en conviendrez.
Et puis, tout simplement le fait que ça l'a enfoncé dans cette idée qu'il est devenu un monstre et que peut-être qu'il ferait mieux de disparaître en fait. Et voilà, pour l'heure, il n'a pas eu plus de combats. Je ne doute pas qu'il aura d'autres combats difficiles à l'avenir parce que je compte pas le détourner de sa voie de combattant, mais pour l'heure, je pense que le combat le plus difficile, c'est celui contre Linfoker. Ok, donc on a eu notre réponse sur les combats les plus difficiles, et donc, comme prévu, comme d'habitude, on passe sur la deuxième partie de l'interview, qui est l'interview contextuelle, donc avec des questions personnalisées. Et ces questions personnalisées... Oui... Non, j'en avais une, j'ai oublié. Lord, est-ce que t'en as une pour me sauver rapidement? Moi j'en ai une, mais c'est attrait à l'évolution de ton personnage et à l'idée que tu t'en faisais. À partir de quel moment est-ce que, HRP j'entends, ou même INRP, hein, tu as eu l'idée de quitter entre guillemets définitivement les Dokugan? Qu'est-ce qui t'a fait tilt dans le sens c'est maintenant le truc c'est que alors c'est principalement en fait c'est principalement HRP, mais l'HRP a trouvé une validation dans l'INRP, c'est-à-dire que à la base, avant le Juggernaut, j'ai eu plusieurs idées. Le principe, c'était de nuancer Eziel et de le sortir en fait de cette image Mugiwaresque, j'ai envie de dire, du mec qui est vraiment, qui est gentil, quoi, le gars gentil. Je voulais vraiment le nuancer et vis-à-vis de son caractère, c'était pas évident de lui faire un changement de caractère sans un événement à côté. Alors j'ai pensé à d'abord j'ai pensé à devenir vampire, à devenir Lycan. J'ai pensé à plein de trucs et finalement le Juggernaut en fait m'a sauté aux yeux au moment où je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un Hulk en fait. Hein. Grosso modo, c'est un peu ça, c'est un peu Hulk sur le forum. Et évidemment. Après ça, les choses ne pouvaient plus être les mêmes parce qu'il a manqué de massacrer son équipage quand il s'est transformé. Donc même si les autres, ont pris ça avec bienveillance et ont voulu le garder, lui, il pouvait pas le supporter. Et HRP, ça venait tout simplement du fait qu'en fait, je me suis assez rapidement impliqué sur le forum. J'ai fini par rejoindre le staff et j'ai eu envie de participer à d'autres aspects de la trame qui m'étaient pas forcément accessibles parce que chez les Dokugan on a une façon de fonctionner qui est que grosso modo pour les RP présents on attend tout le monde et du coup évidemment quand c'est des RP à 5-6 personnes ça prend pas mal de temps et la trame est fixée pour l'ensemble des gens et je voulais tout simplement en fait être un peu plus libre au niveau de mes choix de trame et pouvoir construire un peu l'existence de Eziel et son impact sur le lore d'OPS en dehors de l'équipage des Dokugan sur des sujets qui n'intéressaient peut-être pas les Dokugan en fait, tout simplement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de profiter entre guillemets du Juggernaut pour prendre mon envol en solo. Résultat, quelques temps plus tard, j'ai tué ma waifu et tout va bien. Elle est pas morte, techniquement. Je pense qu'elle est morte, c'est tout ce qui compte. C'est vachement capricieux. Donc, t'as retrouvé ta question, toi, au lieu de me taunt? Alors, en partie. Très bien, ça commence bien. Ce qu'il y a, c'est que tu as fait un résumé du background assez dense de manière générale, et donc là, la question de l'ordre ne portait presque autant sur le hors RP que sur le in-RP en fin de compte. Et en fait, je vais juste continuer sur cette volée, enfin entre guillemets, dans la mesure où je vais te demander simplement ce que pense... Parce que par exemple, tu as dit qu'il n'avait pas de problème contre Lee, mais même qu'il l'appréciait. T'as dit que Belton c'était très neutre en fin de compte, mais qu'il reconnaît quand même un certain professionnalisme, on va dire peut-être. Ouais, ça c'est clair qu'il est très professionnel, Belton. Ouais. Du coup, qu'est-ce que Eziel pense de la marine et du gouvernement mondial en général Eziel n'a rien du tout contre la marine et le gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'en fait, au départ de son aventure, il a eu l'occasion de voir aussi bien des moments où la marine était salutaire que l'inverse. Et il a toujours été un peu en dehors de cet esprit candide qu'avait Kane, son capitaine, de voir un peu les choses en noir et blanc.
Et pour sa part, en fait, le gouvernement actuellement, il fait plutôt bien son travail. Alors évidemment, il y a la question des dragons célestes, qui pour le coup sont des hommes qu'ils ne risquent absolument pas d'apprécier, tout du contraire. Mais là actuellement, quand il voit, parce que il se renseigne du coup, il s'est mis à se renseigner en arrivant sur Grand Line, et depuis qu'il est en solo, il se renseigne un peu plus sur ce qui se passe autour de lui. Et quand il voit la situation, en fait, il se rend compte que le gouvernement c'est quand même assez solide et qu'il y a peut-être intérêt à ce que ça reste en place. Alors après, changer qui est à la tête du gouvernement, pourquoi pas. Mais le gouvernement en lui-même, la structure, faut qu'elle reste en place parce que sinon ça va être l'anarchie complète. Et les marines, les marines, ils lui ont couru après toute sa vie de pirate, mais bon, c'est comme le chien et chat, quoi. Enfin, il a pas d'a priori spécifique. S'il croise un marine, il peut tout aussi bien lui tendre la main et lui filer un coup de main que l'affronter. Et ça s'est prouvé notamment avec Getis, qu'il a rencontré, et avec qui il a aidé à rebâtir un village et à donner un second souffle aux villageois. Avec Taito, qu'il a rencontré très brièvement, même si on n'a pas fini ce RP, hélas, mais où bon, il a pas vraiment de sympathie pour Taito, mais il a travaillé avec lui pour faire quelque chose de bien. Donc ça n'embête pas de travailler avec des gouvernementaux tant qu'ils considèrent que c'est pour une bonne cause. De façon générale, ça n'embête pas de travailler avec les gens tant qu'ils considèrent que c'est pour une bonne cause. Très bien, parfait. Pour ma part, c'est tout bon. Lorne, est-ce que tu as une autre question à lui poser? Ouais, enfin, on a vu un petit peu vers quoi se dirigeait ton personnage avec ses évolutions récentes. Dans l'idée que tu t'en fais, est-ce que tu as déjà une idée de la direction vers laquelle tu veux diriger les îles actuelles? Je pense que le Eziel actuel va vivre une aventure pleine de rebondissements en compagnie de son nouveau meilleur ami Narcé, qui risque fortement qui peut avoir plusieurs finalités en fait. Disons que je suis ouvert à tout. Après, ma préférence clairement, c'est que Eziel fasse amende honorable de ce qu'il a fait à Lim en fait en rejoignant le gouvernement, en devenant Shishibukai tout simplement. Parce que il a le point de vue adéquat pour ce faire. Après, dans la finalité, je le vois vraiment comme un Mihawk en fait. J'ai pas spécialement envie que Eziel soit beaucoup entouré, mais plutôt qu'il soit ce guerrier solitaire en fait qui teste la force des autres et qui lui-même a un objectif d'excellence. Et il est lancé plus ou moins depuis longtemps sur ce chemin-là, sauf qu'avant il avait son équipage. Et désormais il est seul et il peut se raccrocher qu'à ça en fait. Donc dans tous les cas, ça va tourner principalement autour de la quête d'amélioration, de dépassement de ses limites. Après, au niveau géopolitique, ouais, je pense que rejoindre le gouvernement, ça pourrait être pas mal. Très bien. Ça répond à ta question, Lorne? Oui, absolument. Très bien. Et du coup, c'est déjà terminé pour les questions contextuelles, comme tu auras été plutôt exhaustif sur l'exposé grosso modo de ton personnage. Et donc, on va évidemment passer aux questions les plus nazes. Hein. Les meilleures questions. Non, alors là t'es invité, donc tu me laisses poser les questions et tu me laisses les qualifier de nazes si je le veux, voilà. Hein. Ok, ça marche. J'aime bien. Ah bah tu vois. Très bien, juste pour me faire chier. Au lieu de divaguer, comment est-ce que tu as trouvé le nom de ton personnage? Est-ce que tu as une inspiration, quelque chose voilà. C'est un nom que j'ai traîné sur plusieurs forums. À la base, c'était sur un forum de Fairy Tail où je jouais un Dragon Slayer qui s'appelait Evan et qui s'est retrouvé embarqué dans une sorte de rituel satanique un peu chelou qui l'a forcé à fusionner avec un démon. C'était au moment où les démons commençaient à peine à être connus sur Fairy Tail. Et le démon s'appelait Raziel, donc Even, Raziel, Eziel, tout simplement. Et de là, j'ai traîné ce nom
sur plusieurs forums, la plupart du temps avec l'avatar de Hay de Darker Than Black, que j'avais aussi en arrivant sur OPS. Mais néanmoins, c'est sur OPS que Eziel a le plus fleuri, donc il n'y a pas d'inspiration spécifique, en fait, c'est juste du réchauffé qui a trouvé toute sa grandeur sur ce nouveau forum. C'est beau ce que tu dis, copain. Je sais, je suis un peu poète des fois. Je sais. Un petit peu. Les autres fois, je frappe les gens et je détruis des îles, mais sinon... je suis Alors, l'autre question, c'est comment qu'il est gros, comment qu'il est grand? Sa taille Eziel fait 1m97 pour 89 kg actuellement. Oh, c'est un beau bébé, ça. Plus ou moins 1 kg selon ce qu'il mange, comme tout le monde. Très bien. Très bien. Est-ce que tu avais songé à une date de naissance et un signe astrologique ou bof? Oui, oui. Eziel est taureau et il serait né le 24 avril. Très bien. Même fois. Et sa couleur préférée? Nous tous. Le bleu. C'est le C'est bleu. beau. Et pourquoi? C'est du même acabit que imagine une nouvelle couleur. C'est la question. Quoi? Oui, je sais pas faux. Blonde. Bon, Euh, à toi, copain. et est-ce qu'il y a une musique qui, quand tu l'écoutes, t'évoque ton personnage? Alors il y en a énormément parce que je fonctionne beaucoup à la musique sur les forums RP, que ce soit dans mes signatures ou dans mes posts. Là actuellement, ça serait Nothing and Everything de Red, qui collerait le mieux à Eziel dans son état actuel. Après, de façon générale, c'est du hard rock, du métal. Très bien. Ma foi. Bon, la question suivante, c'est relatif au loisir, même si voilà, j'en connais déjà une. Quels sont les loisirs qui occupent la vie de d'Ez? Même si je me doute bien Donc il y a la vaisselle évidemment, même Oui. si ça s'est un peu atténué depuis sa transformation, puisqu'il n'a pas vraiment eu le temps de se concentrer sur ce sujet pourtant très important, hein, la vaisselle, comme chacun le sait. Après, il aime bien lire. Eziel aime bien lire principalement, un peu de tout. Pas forcément s'instruire outre mesure, mais lire, que ce soit des romans ou des nouvelles, des informations. Très bien. Très bien. La lecture, ça lui plaît. Et du Ma coup, foi. dans le même domaine et dans le même panel de questions, est-ce qu'il y a un sport qu'il apprécie, qu'il affectionne et auquel il s'est Les sports martiaux et la boxe plus particulièrement, parce que indépendamment de pré ou post Juggernaut, il a malgré tout gardé un certain respect en fait pour son adversaire la plupart du temps, sauf quand vraiment il dépasse les bornes. Et avant tout, un combattant qu'il met en difficulté, pour lui, c'est un combattant qui se respecte. Donc, il a plutôt le profil pour ce genre de sport où on inculque principalement le respect de l'autre au travers des échanges. Et bon, c'est un pugiliste, donc ça lui irait comme un gant de boxe. J'étais sûr. Oh merde. Je pensais quand même pas que j'allais vous l'épargner, celle-là. Putain de merde. Bon, Nak, je te laisse faire la question suivante parce que c'est celle d'après qui m'intéresse. Désolé à tous ceux qui Très regardent cette bien. vidéo. Lui, il a trouvé une vanne et il va être fier de la sortir. Non, même pas, même pas. Bon, alors, grosse question du coup. Pour un cuisinier en tout cas. Est-ce qu'il y a un plat qu'il préfère? Et comme on a demandé pour que Lulu, est-ce qu'il y a un plat qu'il préfère faire? Le plat qu'il préfère, c'est les escalopes milanaises. Et le plat qu'il préfère faire, j'hésite, mais je pense que ça doit être les spaghettis bolognaises. Très bien. Nice. Très bien. On a abordé tout à l'heure l'inspiration quant au nom de ton personnage, mais quid de l'inspiration quant au personnage dans son entièreté? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour Ez? Enfin, le Ez d'OPS. Ce qui m'a inspiré pour Ez sur OPS, en fait, au début, on venait d'un autre forum avec Kane, et on avait fait en fait exactement les mêmes persos, à ceci près que il y a un truc que j'ai changé entre OPS et ce forum-là, c'est les conséquences de l'attaque des pirates lorsqu'ils avaient 10 ans. C'est-à-dire que sur l'autre forum, lorsque les pirates ont attaqué,
Eziel a été enlevé, il a perdu son père. Il a survécu avec sa mère et sa sœur, et finalement, il a aussi perdu sa mère et sa sœur. Donc il n'est pas parti exactement du bon pied. Et là, pour le coup, non, on est arrivé sur EPS. Au moment où on est arrivé, en fait, il y avait énormément de présentations et de RP vachement dark, où il se passait des choses très moches et tout. Et on s'est dit, bah viens, on fait une présentation où le personnage, il a ses parents, tout simplement. Et le pire, c'est qu'on nous a dit que c'était original à ce moment-là. Et après de là, en fait, j'ai pas cherché très loin. Hein. Je me suis juste dit, bon ben, équipage pirate, second cuisinier, cuisinier rêve, rêve cuisinier, One Piece cuisine. Et puis en fait, Eziel s'est construit après sur plein de suggestions, sur son caractère. Donc on a beaucoup discuté avec Kane pour créer les deux persos en fait. Et je suis parti sur un archétype très One Piece en fait. Et après, bon, j'ai eu diverses influences qui l'ont fait évoluer au fil du temps, mais c'est principalement l'idée de passer du goofy du début de One Piece à l'aspect plus sérieux qu'on a actuellement dans les scans et enfin arriver à ce point-là du manga quoi. Très bien, j'ai encore au moins une question, j'en ai même une petite deuxième à la rigueur, mais déjà, la question incontournable, quel est son animal préféré? J'ai oublié. Quel est son animal préféré? Bah, le chien. Le chien, parce que un chien c'est ouf ouf, c'est con, c'est fidèle. Ouais. Ah, d'accord. C'est plein d'amour. Très bien. C'est plein d'amour un chien. Putain, c'est ouf. Alors, je vais faire une petite sous-question, entre guillemets. Est-ce que si Eziel aime autant les chiens, c'est parce qu'il ressemble à Kane? C'est quoi cette question? Parce que tu as dit que les chiens étaient cons, qu'ils étaient fidèles. Ça ressemble un peu à Kane. Ah, il y a peut-être de ça. Eh, Il y a peut-être de ça. Cela étant, les chiens prennent moins de place que Kane en général. Et ils mangent moins aussi. certes. Très bien. En fait, peut-être qu'une certaine façon, le chien, c'est un Kane amélioré. Ok, parfait. Coucou Kane. Voilà. On va sortir des questions trolls. Un petit peu plus sérieusement, mais toujours en mode chill, on va dire. Ce serait une question plus globale qu'on avait déjà posée de manière peut-être pas aussi frontale à Kolulu et à Erwin, mais est-ce que tu dirais que tu imaginais d'en arriver là avec ton personnage quand tu arrivais sur le forum? Est-ce que tu dirais que c'est mieux? Est-ce que tu dirais que c'est moins bien, que t'es un peu déçu? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais gommer, etc. quoi? Non, pas du tout. Alors quand je suis arrivé sur le forum, je ne m'attendais pas à arriver jusque-là, tout simplement parce que je sortais d'une suite de forums qui n'ont jamais vécu aussi longtemps en fait. Donc je pensais que même inconsciemment, je me disais que le forum cracherait avant que j'arrive à des objectifs. Et finalement, la vie m'a appris que j'avais tort. Et non, je suis très content de la progression d'Eziel, étant donné que rien que le fait qu'il soit arrivé dans la liste des personnages importants, quoi, c'est un petit accomplissement pour moi. Et je considère que non, j'ai fait ce que j'avais à faire sur le forum pour être content de moi. Donc on n'a plus qu'à continuer comme ça et voir jusqu'où on peut aller, quoi. Très bien. Eh ben, pour ma part, ça conclut, je pense. Est-ce que Je vais regarder, laisse-moi réfléchir. Non, la question que j'avais posée rejoint la tienne, donc au final, j'ai la réponse qu'il me faut. Donc ça va. C'est bon, moi. Très bien. Eh ben, ma foi, on dirait que c'est encore une fois une interview rondement menée, qui cette fois-ci aura été beaucoup plus longue qu'annoncé en début. Ça n'aura pas duré une demi-heure. Hein. J'y peux rien. Je ne sais pas, il faut regarder le timecode, mais ouais, ça a été long. Je pense, ouais. Mais du coup, j'imagine que ça a été formateur, que les gens auront appris plein de choses. J'espère. Ouais, parce que sinon, c'est un peu triste, hein, si t'as parlé pendant 1 heure, pour rien dire. Au pire, je pourrais réécouter la vidéo quand je me sentirai seul. C'est triste, quoi. Waouh. Ouais, parce que vous m'avez pas demandé comment j'allais. Hein. Posez pas de questions, mais ça. Comment tu vas? Alors, Ça avant va, de tomber merci. en dépression
On va rapidement mettre fin à la vidéo. Ouais, donc du coup, ça conclut l'interview du mois de juin. On est déjà en juin. Effectivement. Voilà. Alors j'en profite pour passer 2 secondes du côté du fauteuil des gérants de la chaîne pour dire que j'ai effectué le tirage pour toute la liste. Donc nous allons prochainement contacter l'un d'entre vous pour lui dire que c'est son tour Voilà. en juillet. Voilà, exactement. Et ce sera d'ailleurs début juillet si la personne en question est disponible, sinon il passera pas. Voilà. Voilà, on fera passer quelqu'un d'autre Et tant pis. voilà, exactement. Oui, et donc maintenant que cette digression est terminée, est-ce que Lorne, tu as quelque chose à rajouter? Chaussette. Pertinent. Ouais, ça aura vraiment été fabuleux comme interview, de A à Z. Ah ouais, moi je trouve. Moi j'ai bien aimé. J'aime bien le mot de la Très fin, bien. non? Eh ben, on va vous laisser sur ce mot de la fin là, je crois. Hein. Oui, Exactement. Merci. Allez, bisous, prenez soin de vous. Allez, bisous. À plus.